Donc, je vous propose de commencer cette séance du conseil municipal. Tout d'abord, j'ai le pouvoir de M. Makoviak au profit de M. Jacques Schneider et je n'en ai pas d'autre. Donc le pouvoir est enregistré. Avant de commencer, vous avez trouvé sur table, donc, comme nous l'avions dit, au conseil d'installation, les droits de place et de voirie, que vous avez donc en détail. Je me dois de nommer un ou une secrétaire de séance et Nathalie Méreles m'a expressément demandé de pouvoir être secrétaire lors de ce conseil si vous n'y voyez pas d'opposition. Nathalie, tu es installée, secrétaire. Avant d'aborder l'ordre du jour, tout d'abord, le compte rendu du conseil précédent appelle-t-il des observations de votre part? Pas d'observation, donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, l'ordre du jour, vous l'avez vu, c'est les orientations budgétaires tout d'abord, et puis après toute une série de délibérations que nous avons à prendre, toujours dans le cadre de l'installation du conseil municipal, qui sont donc des délibérations habituelles, traditionnelles de début de mandat. Alors, sur les orientations budgétaires, je vais céder la parole à Yves Trézière qui va vous présenter ce rapport et qui sera efficacement complété par, assisté, aidé par Jean-Luc Achard sur la partie investissement. Simplement, là, à titre d'introduction, dire que c'est toujours difficile de caler des orientations budgétaires. Ça l'est particulièrement pour les communes littorales qui ont des recettes spécifiques qu'il est souvent difficile d'estimer. Et évidemment, ça l'est davantage, ça l'est pour toutes les communes, mais particulièrement pour les communes littorales comme nous, ça l'est bien sûr d'autant plus dans cette période d'après ou de crise sanitaire. Mais Yves va vous en parler. Je voulais simplement rajouter que, s'agissant donc de ce débat et de ce rapport d'orientation, conformément donc aux prescriptions, aux recommandations, aux prescriptions qui sont données, c'est que ce rapport fera l'objet d'une communication. Il y aura donc une communication, le rapport donc sera tenu à la disposition du public en mairie, d'une part, et d'autre part, nous le mettrons bien sûr en ligne sur le site internet de la ville. Voilà. Yves, c'est à toi. Dans le cadre de la crise du Covid, on a pris une particularité dans ce débat d'orientation budgétaire qui est de ne pas toucher à chacun des postes du compte de fonctionnement, que ce soit les charges ou les recettes, pardon, de ne pas les impacter ligne à ligne dans ce débat, de telle façon qu'on puisse assurer une continuité de lisibilité des comptes par rapport aux années antérieures ou aux années futures. C'est-à-dire que chacun des postes qui vous est présenté dans le débat l'est présenté comme s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire. Par contre, bien évidemment, la crise va impacter notre discussion et ensuite le budget. Et donc, on a essayé de flécher, de mettre en rouge les postes qui seraient impactés par la crise du Covid. Et on a fait à cet effet une seule provision sur un seul poste. Et ensuite, on verra si pour le budget ou plus tard dans une des décisions modificatives du budget, nous venons retoucher ligne à ligne, puisqu'à l'heure qu'il est, on est encore très tôt dans cette crise sanitaire pour pouvoir en imaginer l'ensemble des impacts sur le compte. Alors ensuite, si on rentre dans le détail du débat budgétaire lui-même, on est normalement, on est obligé de vous présenter le contexte socio-économique. Aujourd'hui, l'ensemble des prévisions telles qu'elles existaient au niveau étatique sont toutes caduques de par cette même crise. La croissance était estimée entre 1 et 1,5% à peu près partout. Je crois que les premiers résultats du trimestre sont sortis, on doit être à moins 6% en France, et j'ai écouté tout à l'heure que l'OCDE prévoit du moins 6 à moins 10% pour le monde entier. Voilà, donc ça donne le ton aujourd'hui.
Donc je pense que ce n'est pas la peine de s'attarder sur des prévisions qui seront par défaut fausses, et on pourra ensuite revoir au cours de l'année et affiner au cours de l'année quels seront les impacts et le taux de l'inflation. En ce qui concerne les réglementations ou les lois de finances, il y a très peu d'impacts nouveaux pour cette année, si ce n'est la poursuite de la réforme de la taxe d'habitation, où vous le savez, progressivement, l'ensemble des taxes d'habitation pour les résidences principales sont supprimées, et il nous reste, et on rentre dans le dernier versant des 3/3 sur les 20% qui restent de taxes d'habitation. Ces taxes d'habitation ne sont pas des manques de recettes pour la commune, hein, c'est compensé entre guillemets à l'euro près par l'État, par des dotations particulières. Dans ce cadre-là, on ne touche pas au taux de taxes d'habitation dans les communes. Les taux sont figés depuis maintenant 2 ans. Donc il n'y a pas d'augmentation des taux. Et je rappelle, vous avez dans le document les 10 premières villes du département qui vous sont présentées. Et vous voyez qu'on est dans des taux qui sont extrêmement raisonnables à Cap-Breton, si ce n'est parmi les plus bas. Même si bien évidemment, ensuite, il faut prendre en compte la valeur locative. Mais l'écart est tellement significatif que ça donne un petit peu le ton. Je crois que la commune se situe à peu près à 13 ou 14%. La moyenne française est à 25% en termes de taux, ça vous donne l'écart. Ensuite, en ce qui concerne toujours le cadrage général, dans les concours financiers de l'État, les taux d'action globales de fonctionnement de l'État sont stables au niveau national et ensuite se répartissent. Nous avons une dotation, ou la première dotation qui est en baisse, mais par des systèmes de péréquation nationale qui sont au niveau de notre territoire, donc du max pour nous. Nous avons une contribution positive, ce qui nous donne un léger avantage par rapport à d'autres communes, puisque cette dotation augmentera de 9 000 € cette année par rapport à avant. Dernier impact qui provient du contexte étatique, les décisions nationales en matière de gestion des ressources humaines pour pouvoir poursuivre le protocole d'accord sur les parcours professionnels, le glissement vieillesse, l'augmentation du SMIC et à l'inverse le gel du point d'indice. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments qui cadrent à peu près le contexte pour pouvoir établir correctement notre budget communal. Est-ce qu'à cette étape-là, vous avez déjà des questions? On poursuit. Sur la situation financière directe de la commune, on va préparer le budget primitif, comme je vous l'ai indiqué, dans le cadre du contexte de cette crise sanitaire. Néanmoins, même si on est en période de crise, on veut poursuivre ce qui a été fait les années antérieures, c'est-à-dire avoir un niveau d'autofinancement qui soit suffisant pour assurer nos investissements, ou tout du moins une partie de nos investissements. Chaque année, la section de fonctionnement est prévue pour essayer de dégager au minimum 1,5 million d'euros. Les années antérieures, ou les 2 années antérieures, systématiquement dépassé ce 1,5 million. Cette année, on a établi notre réflexion budgétaire qui sera pour le présenter au prochain conseil sur les mêmes bases. Néanmoins, ce 1,5 million sera impacté de la partie provision de la crise pour le Covid. Et donc pour l'instant, nous avons chiffré en premier chiffrage, hein, ça reste des prévisions, à 700 000 € l'impact pour la commune de la crise Covid. Je me dis bien en première estimation. Donc en termes de fonctionnement pur ou habituel, on va prendre le 1,5 million de delta positif entre les dépenses et les recettes de fonctionnement, mais on viendra ensuite soustraire l'impact de la crise sanitaire, le Covid. L'épargne nette de la commune est toujours satisfaisant. L'année dernière, on a dégagé une épargne nette de 2,2 millions. Et si on regarde la capacité de désendettement de la commune, c'est-à-dire la capacité de rembourser en nombre d'années par rapport à notre épargne brute, on se situe à 4 années de remboursement, quand la moyenne nationale, ou tout du moins, pardon, quand le taux maximum toléré, ou quand on arrive à un seuil critique, est de 10 ou 12 années. Donc à 4 années, la situation d'endettement de la commune est très saine par rapport à ce qu'on a pu connaître à la fois dans le passé dans cette commune, ou plusieurs communes en France le connaissent. Donc, il faut préciser que c'est tout budget confondu. Hein, oui, c'est-à-dire le budget principal et les 3 budgets annexes. Oui, enfin, les 2, on va dire. L'ensemble de ces gestions de financement et d'autofinancement doivent nous permettre de réaliser ou de financer le programme pluriannuel d'investissement. Et donc la capacité de générer cette épargne reste pour nous très importante si on veut pouvoir générer
des investissements et continuer de transformer positivement la ville en ayant un recours minimum à l'emprunt, bien évidemment. Sachant qu'au-delà de cet autofinancement et de l'emprunt, on va aussi chercher ou solliciter des subventions. La capacité financière aujourd'hui sur ce programme d'investissement est en général calculée sur à peu près 1 million d'euros. Et les 2 précédentes années, la commune a généré plus de 2 millions d'euros, ce qui témoigne à la fois de la bonne gestion prudentielle entre les propositions qui sont faites au niveau budgétaire et ensuite les réalisations, ce qui pour moi, selon ma vision financière, est une excellente vue de la sincérité et de la prudence des comptes et des budgets qui vous sont présentés. Ensuite, nous avons un chapitre qui concerne la structuration de la dette. Donc la dette, tout budget confondu, comme l'a dit Monsieur le maire, est aujourd'hui de 15 millions d'euros, et dont 9 millions d'euros qui est sur le budget principal, et puis le complément qui est essentiellement sur les établissements de bains pour 6 millions d'euros et le parking. Je rappelle que au cours de la mandature précédente, la ville a investi à peu près une vingtaine de millions d'euros et l'endettement a continué de baisser de l'ordre de 5 millions d'euros, ce qui veut bien dire qu'on a été capable de générer cet autofinancement sans avoir recours à l'emprunt. La dette a une classification d'État. Notre dette, selon la charte Glisser, est classifiée 1A, qui est la note la plus sûre en termes de capacité de remboursement de cette dette pour une commune. Dernier point de contexte, la partie intercommunalité. Vous savez que toutes les communes de France maintenant appartiennent à une communauté de communes, une intercommunalité, communauté urbaine pour d'autres. Nous appartenons au MAX et donc on a des compétences qui sont gérées de façon obligatoire par la communauté de communes. L'aménagement de l'espace communautaire, les zones d'activité économique, le plan local d'urbanisme, la mobilité, le développement économique, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui est un volet important pour notre commune, et la collecte et le traitement des déchets. Il y a ensuite des compétences optionnelles sur lesquelles nous avons entre autres opté, la protection de l'environnement, la voirie communautaire et la gestion des équipements sportifs, culturels ou de l'action sociale. L'ensemble de ces prestations sont effectuées et ont été transférées à la commune, et ensuite il y a une attribution de compensation entre les recettes qu'on pouvait avoir dans le passé, les dépenses que l'on pouvait avoir dans le passé, et il y a une péréquation qui a été faite, et on a une compensation qui nous est redonnée, tout en sachant que l'origine de cette compensation était la suppression par l'État de la taxe professionnelle. Donc on est toujours en receveur de la communauté de communes par rapport aux compétences transférées. En 2018, il y a eu un transfert important qui est la compétence GEMAPI, pour tout ce qui est donc la gestion pour nous de la partie milieu aquatique et inondation. Dans ce programme lié entre autres au GEMAPI, mais surtout au transfert du sable ou au maintien du trait de côte, on a la compétence qui est transférée au MAX, mais que nous réalisons, et donc il y a des péréquations à l'envers qui sont faites, où nous on reverse des contributions dans un programme pluriannuel qui va de 2017 à fin 2021, et ensuite il faudra renégocier le prochain programme. Et donc, ce qui fait que nous contribuons au MAX une partie de ce programme à hauteur de 200 000 euros par an, 264 000 euros par an. À l'inverse, MAX investit dans notre territoire. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Oui, M. Calès. Monsieur Calès. C'est pas facile avec les lunettes. Hein. Le micro est un peu loin, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, je voulais surtout faire un commentaire sur la dette. Je crois qu'on en a parlé. Je vais oui, demander aux divers intervenants de bien parler devant le micro, s'il vous plaît, hein, parce que tout le monde soit bien entendu. Oui, je sais, il n'y a pas les micros partout, mais on va se déplacer un petit peu s'il faut. Voilà, oui, je voulais faire un petit commentaire sur la dette. Je crois qu'on en a parlé en commission. Non pas que je fais ou que nous faisons une fixation sur la dette. Hein. D'abord parce que toutes les collectivités territoriales sont endettées. Et dans ce domaine-là, on ne peut pas dire que l'État donne l'exemple. Et donc, on ne fait pas une fixation, d'abord parce qu'on a vu que la capacité de désendettement est de 4 ans. Effectivement, c'est un bon score. Hein. Vous avez rappelé le chiffre de 1A au regard de la charte Gisler. Mais en regardant un peu plus près, je trouvais que la composition de la dette globale se répartissait sur la dette purement du budget principal, qui lui a une capacité de désendettement qui doit être très proche de 4, voire un petit peu en dessous,
et puis l'établissement de vin avec aux alentours, disons, de 6 millions d'euros de dette et des ressources de 500 000 euros. Alors si on fait un exercice, moi je me suis obligé à le faire, j'ai fait une capacité de désendettement que pour l'établissement de vin si on le prenait à part. Et là on arrive à 11 ans. Alors vous avez dit effectivement 11 ans, on commence à être dans la zone, je ne sais pas ce qu'il faut dire, critique, de surveillance, etc. Donc pour nous, l'établissement de vin sera un point de vigilance ou de surveillance, hein, parce qu'on voit que ça peut être un point faible de la dette, et sachant que ça représente 40% de la dette de la commune. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et puis, alors vous allez me dire, ça sort un peu du cadre du DOB, mais j'ai toujours en tête les dettes pour lesquelles la commune pourrait porter une responsabilité en cas de difficulté. Ce sont les dettes qui sont portées par la régie autonome du camping, hein, qui est de 2 millions d'euros. Et puis je sais qu'il y avait une dette liée à l'EHPAD, mais les données que j'avais étaient des données de 2018. Et je crois qu'en commission, vous m'avez dit que les choses en termes de portage de la dette de l'EHPAD avaient évolué entre 2018 et 2020. Voilà. Donc vigilance aussi sur ces points-là. On sera de toute façon, enfin j'espère après le vote, on aura une personne de notre groupe qui sera au comité d'administration du CCAS. Et donc on regardera le budget annexe EHPAD en particulier pour voir un petit peu où en est la dette sur ce budget annexe. Voilà. Donc ce sont les commentaires que je voulais faire au niveau de la dette. Merci, M. Calès. Yves, réponse? Oui, merci beaucoup. Je crois que comme vous, quand on arrive, et ce qui est aussi mon cas, on regarde effectivement cette structure de la dette et les établissements de bain représentent une part significative, ce qui m'a aussi interpellé au départ. Je pense que qui que ce soit ici autour de cette table, on a le fruit de l'histoire. Cet établissement de bain a été reconstruit sur des années 2007-2008. Hein, donc même pas la mandature d'avant, voire c'est pas celle d'avant en termes de décision. Donc il y a 3 mandatures. Plutôt un établissement correctement construit, donc amorti sur 50 ans, avec une dette qui est calculée sur 25 ans. Donc je trouve qu'effectivement on peut se dire que la capacité de rembourser cette dette aujourd'hui face aux revenus que l'on génère est importante, mais avoir un calcul de bâtiment sur 50 ans, c'est la norme. Une dette sur un tel établissement sur 25 ans, c'est aussi la norme. Le taux n'est pas exagéré. Bon, qu'est-ce qui peut arriver sur ce genre d'établissement qui est plutôt la pépite de Cap-Breton en termes d'emplacement? C'est de manquer de revenus à un certain moment, ce qui pourra être le cas cette année dans le cadre de la crise Covid par exemple, et vous avez raison que ça va pénaliser. On n'a, pour moi, aucune inquiétude sur du très long terme. L'établissement sera là. On aura dans les années 26, 27, 28, 29, 30, 45 ans de quoi régénérer de la réparation et de l'entretien correct sur ce bâtiment. Donc voilà, mais c'est vrai que ça pèse dans le tas. À l'inverse, puisque vous faites ce calcul-là, je trouve que c'est intéressant, c'est de dire que si on soustrait cette dette-là à la capacité de génération de l'épargne sur le fonctionnement de la ville, ben la ville, elle n'est même plus sur 4 ans, elle est plutôt sur 2 années et demie. Donc on est encore meilleur sur la gestion quotidienne de la ville. Je dirais même plus, on est à 1 année et demie, si on ne prend que l'endettement du budget principal de la collectivité. 1 année, 60 pour être précis. Alors moi je voulais rajouter, Steve, si tu avais terminé, oui, quelques mots. Je vous remercie qu'on ait ce débat. Ce sont toujours des débats très, très intéressants. Évidemment, je souscris tout à fait à ce que Yves a dit, en disant que l'amortissement comptable d'un bien immobilier, c'est 50 ans. Donc évidemment, il y a toujours, je dirais, un écart entre l'amortissement comptable et l'amortissement financier, c'est-à-dire la durée de l'emprunt. Ce qui était important pour nous, dès le départ de cette opération, c'était de faire en sorte que les loyers couvrent les charges de l'emprunt, ce qui est le cas. Alors, je ne pense pas qu'on puisse raisonner sur un budget annexe, et particulièrement sur ce type de budget, avoir une analyse financière qui est celle d'un budget principal. Je pense que les données sont un petit peu faussées, mais effectivement, ce qui est important, et ça vaut aussi pour le budget annexe du parking, qui sont des budgets annexes parce qu'ils sont assujettis à la TVA. C'est pour ça qu'on ne peut pas les intégrer dans le budget principal. Mais c'est pareil, là aussi, sur ces 2 budgets, nous avons des recettes, les loyers et la délégation de services publics du casino, qui est quelque chose d'un peu particulier, qui effectivement couvre les charges d'emprunt. Et ce qui est important, c'est que ces budgets ne pèsent pas sur le budget principal.
Et je rappelle pour terminer que l'investissement qui a été donc réalisé, s'agissant des établissements de Béarn, c'est un investissement dont la collectivité aujourd'hui, et je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est aussi un élément important à prendre en compte, est un élément du patrimoine communal. C'est-à-dire que les murs de ce bâtiment, de cet ensemble immobilier, aujourd'hui, appartiennent à la ville. Nous avons une délégation de services publics avec le casino, nous avons des beaux commerciaux avec les restaurateurs et professionnels qui sont là, mais le bâtiment appartient bien à la ville. Il serait effectivement tentant de dire on va liquider cette dette en vendant les murs. Mais ça n'a jamais été notre intention. Voilà. Dès le départ, hein, ça date de 2007, me semble-t-il, hein, quelque chose comme ça. C'était pas du tout le sens de ma remarque, hein, de vendre les murs. Pardon? C'était pas du tout le sens de ma remarque de faire une opération immobilière, de vendre les murs pour se désendetter. Hein. Voilà, non mais je tiens à le préciser parce que c'est aussi un élément important du contexte dont nous parlons. Hein. Et j'ai bien dit que ce n'était pas un élément d'inquiétude, mais de surveillance. Hein. Je n'ai pas exagéré. Il n'y a pas de caractère d'urgence, mais c'est à regarder, surtout si on prévoit dans les années à venir des travaux de maintenance. On en a parlé à la commission lundi soir. Voilà, donc c'est un point à surveiller. Tout à fait, mais nous sommes vigilants, nous l'avons toujours été, et il est évident de dire qu'avec les mesures, je dirais, relatives au loyer, et ça vaut pour le casino, ça vaut pour les professionnels titulaires de beaux commerciaux, cette année, du fait de la crise, que nous allons appliquer, bien sûr, une réfaction du loyer pro rata temporis sur la période de confinement, comme je crois tout le monde va faire dans toutes les collectivités. Donc ça va peser sur les comptes du budget établissement de Béarn, c'est évident. Mais, et puis nous avons d'autre part, et je pense que nous serons d'accord, mais ce sera aussi, peut-être on en parlera un petit peu plus au stade du budget primitif, effectivement, des dépenses d'entretien à prévoir de ce bâtiment, de manière évidente. Voilà. Madame Lux. Oui, alors effectivement, j'aurais une petite question. C'est jamais évident ce genre de dossier. Est-ce que vous pourriez nous préciser le montant de l'endettement global par habitant, si jamais vous l'avez? Voilà, moi c'est une donnée qui m'intéresserait. Je ne sais pas si... Mais c'est très facile à calculer, on vous le donnera. Nous connaissons le montant de la dette, nous Voilà, connaissons le nombre d'habitants, il suffit de diviser. Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner le montant, s'il vous plaît? Le montant de quoi? Eh bien, de ça, exactement. De l'endettement global par habitant. Vous l'aurez? Merci. 15 millions d'euros merci, divisé par 9000 habitants. Alors, attention, moi j'apporte un bémol. C'est toujours particulier, voire dangereux pour nous. Je vais vous expliquer pourquoi. De traduire une dette par habitant. Parce que nous sommes 9052, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça, au 1er janvier 2020. Mais nous avons une population dite DGF, c'est-à-dire celle qui est prise en compte pour le calcul de la dotation de l'État, qui dépasse les 15 000 habitants. Et la différence, c'est quoi? La différence, c'est les résidences secondaires, qui, me semble-t-il, paient aussi les impôts locaux, voire même plus que les résidences principales, puisque s'agissant notamment de la taxe d'habitation, elles ne bénéficient pas des abattements prévus pour les résidences principales. Donc, calculer une dette sur un nombre d'habitants en occultant les résidences secondaires, c'est tout à fait fausser les choses. Donc, dans l'absolu, ce qu'il faudrait faire, c'est de diviser la dette par la population dite DGF, qui intègre les résidences secondaires en considérant qu'on compte un habitant par résidence secondaire. C'est la règle. Voilà. On continue, Yves? Donc, perspective 2020 du budget principal, cette fois-ci. Donc, je rappelle que c'est un projet de budget primitif. Ensuite, on fixera les éléments de ce budget primitif dans les 2 semaines qui viennent pour essayer de déterminer ce premier budget. Donc, encore une fois, l'ensemble de la partie Covid n'est pas impacté poste par poste, hein, je le rappelle. Donc là, au niveau des recettes de fonctionnement, nous avions prévu, avant impact Covid,
une augmentation des recettes de 500 000 euros, donc à peu 3,7%, et une augmentation des dépenses de 281 000 euros, donc de 2,25%. Donc un accroissement ou une continuité de l'accroissement de l'autofinancement généré par le budget de fonctionnement. Sur ces sommes-là, encore une fois, aujourd'hui, nous avons provisionné 700 000 euros de façon directe, que vous voyez dans le poste 022 dépenses imprévues, c'est 100% lié à la provision du Covid, et on l'a isolé sur une seule ligne de telle façon que tout le monde puisse comprendre, et notamment quand on diffusera ces documents au public, comprenne assez bien l'articulation de ce que nous avons fait pour la crise sanitaire. Si on reprend les postes généraux, il y a très peu d'évolution poste par poste. Les charges à caractère général, donc tout ce qui concerne les fluides, les services, la maintenance, l'entretien, évolue très peu. Ce qui concerne les charges de personnel, comme on l'a dit tout à l'heure, on a toute cette progression des carrières, le glissement vieillesse technique, donc qui est prise en compte. On a quelques effets particuliers cette année. On a des coûts d'agents recenseurs, puisqu'il y a du recensement qui va être fait dans la commune pour 80 000 euros, dont une partie sera remboursée par l'État en recettes. Et dans les charges de gestion courante, il y avait très peu de modifications aussi, si ce n'est une contribution supplémentaire pour le CCAS, notamment de par l'activité du CCAS, le coût d'évolution du personnel, le nombre de repas livrés, et puis l'établissement qui avait plus beaucoup de trésorerie, donc il est nécessaire d'assurer la pérennité quotidienne. Il y a aussi une contribution obligatoire pour les écoles maternelles qui est nouvelle, qui est imposée par l'État, et la contrepartie est dans les recettes, puisque normalement l'État s'engage à nous rembourser 100% de ce financement des écoles maternelles privées. Avant, on finançait uniquement les écoles élémentaires. Voilà pour ce qui est des grandes évolutions des charges de gestion courante. Il n'y a pas beaucoup de particularités par rapport à l'année d'avant. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Si vous avez sur le volet dépenses, et si vous avez des observations ou des questions, ou on continue sur le volet recettes. Voilà. Oui. Les recettes donc suivaient à peu près le même raisonnement. Il y a peu de choses de modifiées sur les produits et services, tout ce qui est avant Covid, je reprécise, puisque c'est sûrement ce chapitre qui sera impacté. Il y avait peu de variations et on avait quelques recettes en moins, essentiellement puisqu'il y avait avant la décharge inerte à la sortie de la ville qui était utilisée par le Sitcom et donc qui nous versait une redevance, et cette redevance disparaît puisque le site est fermé. Ce chapitre sera fortement impacté par le Covid, puisque dedans on y retrouve l'occupation du domaine public, le stationnement, des prestations de services périscolaires, et bien évidemment tous ces postes-là sont concernés par la crise sanitaire, soit parce que nous ferons des gestes, soit parce qu'on n'a pas pu assurer les services pendant la fermeture sanitaire. En ce qui concerne les impôts et taxes, il y a quelques augmentations, quelques effets mécaniques par d'augmentation de la taxe d'habitation qui sont liés aux nouveaux logements ou aux extensions de logements, une légère revalorisation de l'État. Nous avions prévu la poursuite de la hausse de la taxe de séjour ou des droits de mutation. Ces deux postes-là seront probablement impactés. Très difficile aujourd'hui d'en estimer le montant par la crise sanitaire, puisque de toute façon nous n'avons eu aucune rentrée sur quasiment mars, avril, mai. On va voir comment se représente la saison touristique et les mutations de biens immobiliers. Les droits de mutation, c'est les frais qui sont payés sur les changements de propriétaires d'habitation. Oui, pardon Yves. C'est là où se situe, je dirais, l'incertitude la plus forte qui pèse sur l'équilibre du budget. C'est bien sur cette ligne-là. Impôts et taxes, le premier point, c'est de dire, Yves l'a dit, je le précise bien, c'est que les taux d'imposition ne bougeront pas à Cabreton cette année. La taxe d'habitation, non, elle est gelée. Elle le sera a priori jusqu'en 2023, mais le foncier bâti non plus. Donc nous avons bâti le budget sur une fiscalité à taux constant. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, et c'est là où nous sommes les communes littorales plus vulnérables que d'autres aux effets de la crise, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui, en considérant que nous avons des recettes très importantes tirées des droits de mutation, de la taxe de séjour, de l'aire de camping-car, du camping dont on parlait, M. Calès, qui reverse un loyer à la ville. Et là, nous avons évidemment beaucoup d'incertitudes. Et quand nous avons provisionné 700 000 euros, c'est pas pour rien.
Je pense qu'aujourd'hui, autour de cette table, personne ne peut dire de quelle manière, effectivement, ça va évoluer, même si le pire n'est jamais certain. Dans les 700 000 euros, peut-être j'aurais pu préciser, je crois que vous aviez posé la question pendant la réunion de pré-commission, à grande masse aujourd'hui, c'était plutôt 100 000 euros de charges et 600 000 euros de manque à gagner dans les recettes. Donc pour vous donner, les 100 000 euros de charges sont les masques distribués à la population, les mesures sanitaires, les gels hydroalcooliques, tout ce qu'on a pu faire en mesure. L'État s'engage à rembourser une partie aujourd'hui selon les dernières directives. On verra à quelle hauteur. Pour l'instant, il n'y a aucune estimation qui est mise dans ce pré-budget ou cette provision. Je n'en suis pas persuadé. Moi. Voilà, moi non plus. Je n'en suis pas persuadé parce que si j'ai compris, c'est que l'État s'engageait à prendre en charge 50%, mais sur les commandes passées à compter de, alors je ne sais plus la date précise en tête, mais c'était mi-avril. Et sur les manques de recettes, je n'ai pas compris que ça concernait toutes les prestations dont on choisit, nous, pour des mesures de soutien à l'économie, de prendre la décision. Donc ça me paraît encore un peu particulier. Alors, il y a des décisions que nous avons prises, vous les connaissez, vous l'avez vu, c'est particulièrement et notamment l'exonération totale sur l'année 2020, je dis bien totale, des droits d'occupation du domaine public et, bien sûr, particulièrement des terrasses, des restaurateurs. Ça fait partie des décisions que vous avez en fin de dossier. C'est un engagement très très fort de la part de la collectivité. Si nous l'avons fait, c'est parce que nous sommes convaincus qu'il fallait le faire, parce que personne ne peut mesurer aujourd'hui les effets de la crise. Alors bien sûr, on prépare comme tous la saison estivale, mais il y aura aussi une après-saison, et puis il y aura aussi une année 2021 qui risque d'être encore difficile. Nous verrons le moment venu, laissons se dérouler la saison, nous ferons un bilan de cette saison. Mais ça, c'était un premier engagement fort. J'ai parlé des loyers de locaux dont la ville est propriétaire, les établissements de bain notamment, sur lesquels je vous indiquais la règle que nous allons appliquer et qui va également peser fortement sur le budget. On l'affinera pour le budget primitif. Et puis, le soutien de l'État. Alors, effectivement, il y a un projet de loi de finances rectificative qui est à l'étude aujourd'hui, qui sera présenté en Conseil des ministres à partir du 15 juin, je crois, c'est-à-dire dans quelques jours, et puis qui après va prendre la voie parlementaire de l'Assemblée et du Sénat. Alors, il y a 3 séries de mesures qui sont à l'étude aujourd'hui pour les collectivités. Certaines collectivités, tout d'abord, c'est d'avoir une garantie de recettes calculée sur les 3 dernières années, lesquelles on ne sait pas, et qui représentent, selon ce que j'ai pu voir, à peu près 750 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités qui pourraient en bénéficier. Ça, c'est la première chose. Après, il est prévu de mettre un mécanisme de lissage des dépenses générées par la crise sur une durée également de 3 ans, et le fonds d'investissement pour les collectivités sera abondé d'1 milliard d'euros pour des investissements divers, entre guillemets. Ça, c'est bien. On va quand même attendre un petit peu parce que cette mesure-là concernerait entre 10 000 et 14 000 communes. Donc, on va attendre de savoir si on est dans le lot. C'est la moindre des choses. Selon quels critères ces communes seront éligibles, aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Donc, on va attendre un petit peu, puisque les choses vont se préciser dans les jours à venir, et puis on reviendra certainement sur le sujet pour le budget primitif. Donc, wait and see. Monsieur Calès. Oui, j'ai lu aussi la déclaration du Premier ministre qui date du 29 mai, je crois bien, et il indiquait que ces mesures seraient destinées en priorité aux villes ou aux communes les plus fortement touchées par le Covid. Donc, ça laisse un degré de liberté dans le choix. Bon, en toute honnêteté, on ne peut pas dire qu'Abreton a été fortement impacté par le Covid au regard de ce qui s'est passé en région parisienne ou dans le Grand Est. Donc, voilà, moi je ne sais pas trop ce que sur l'élection. Fortement touché par le Covid, c'est-à-dire par l'épidémie, ou fortement touché par les conséquences financières. Je ne peux pas vous dire, c'est le terme. Donc c'est bien ce que je dis, on va attendre un petit peu pour en savoir plus. Je suis d'accord.
l'ensemble de ces points nous a conduit justement à cette provision globale et de ne pas toucher à chacun des postes, parce que sinon ça nous aurait conduit à avoir un impact sur chacun des postes aujourd'hui en premier débat d'orientation budgétaire, peut-être le réviser au budget privatif et puis le rechanger un mois après quand on aura les directives d'État ou les décrets. Donc pour l'instant, on préfère avoir l'approche globale et ensuite d'impacter chacun des postes quand on en sera certain de ce qui peut être appliqué à notre commune et les impacts que l'on aura décidé, notamment sur les loyers, les taxes d'occupation des sols, on les connaît. Et puis on aura aussi une vision sur la saison touristique, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ensuite, si on poursuit dans les recettes, il restait juste les dotations et subventions. Donc, dans les dotations d'État, là, vous avez la dotation globale de fonctionnement dont on a parlé tout à l'heure, qui pèse 1,7 million sur les 2,5 millions qui sont présentés. Le poste est en légère augmentation. Vous y avez notamment les remboursements dont on a parlé tout à l'heure, soit pour les agents recruteurs, soit pour les écoles maternelles privées. Voilà. Et puis une augmentation de la participation de la CAF, je crois, d'une centaine d'euros qui font les différences, et l'augmentation, sinon il n'y avait pas de raison d'augmenter ces recettes étatiques. Voilà à peu près pour l'ensemble des recettes. Alors, sur ce chapitre recettes, donc, est-ce que vous avez des observations ou des commentaires ou des questions? Donc, on va affiner les choses. On va affiner les choses, donc, évidemment, pour le budget primitif, où on essaiera à partir de la provision qui a été constituée, de ventiler un petit peu, je dirais, les pertes, notamment les pertes de recettes, telles qu'on peut avec toute la difficulté, parce que je ne suis pas persuadé qu'on en sache beaucoup plus au moment du budget primitif, mais on va essayer à peu près de caler ces choses-là. Voilà, vous avez donc le détail du produit de la fiscalité dont on parlait, qui est en page 12. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut peut-être passer sur le volet investissement. Et c'est Jean-Luc Achard qui va brillamment le présenter, à qui je vais laisser ma place pour qu'il ait en micro. Non, non mais pendant que Jean-Luc s'installe, pour les mêmes raisons que cette crise sanitaire, on démarre tardivement le mandat, puisqu'on est déjà mi-juin ou fin juin pour pouvoir commencer le programme d'investissement. L'été sera devant, donc on a fléché en priorité des investissements de maintien de ce qui était lancé ou de récurrence, et les études pour le programme à venir, mais on ne lancera pas de programme structurant très coûteux tant qu'on n'aura pas la vision globale sur la crise sanitaire, ce qui revient à la notion de prudence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est comptable, mais elle est aussi dans les actes de notre programme d'investissement. Jean-Luc? Oui, alors pour ce premier exercice-là, qu'on a cherché à partager dans le DOB, c'est le fléchage et les grands axes prioritaires du prochain mandat 2026. Donc nous avons retenu 6 axes principaux qui sont inscrits dans le document. Donc un premier point qui va concerner donc tout ce qui est aménagement urbain, donc avec un certain nombre d'opérations qui sont la poursuite des travaux du centre-ville, mais surtout un sujet qui nous tient à cœur, c'est une étude de définition et de programmation urbaine, c'est-à-dire que l'objectif c'est de définir un schéma directeur de la ville avec le plan paysage, un sujet qu'on avait mis effectivement dans notre programme. Donc un premier pavé autour des aménagements urbains, un deuxième pavé autour de la gestion écologique des espaces publics, qui s'appuiera bien évidemment sur un travail qui avait été fait par nos prédécesseurs concernant un schéma directeur pluvial. Et donc ça nous donnera quelque part le fléchage. Donc ce travail qui avait été fait par l'équipe précédente, que je salue, va nous permettre de flécher un certain nombre d'investissements, et en particulier sur des espaces publics, mais aussi sur des parkings sur lesquels on travaillera sur la désimperméabilisation. L'intérêt de ce schéma directeur, c'est de pouvoir flécher des subventions qui vont nous permettre d'investir. Je crois que c'est un sujet très important parce que toutes ces opérations vont coûter très cher. Mais dès lors qu'on a ce schéma directeur, l'agence de l'eau va nous subventionner un certain nombre d'opérations. Donc ça, c'est un sujet important. Le troisième axe qu'on a mis dans notre programme d'investissement, ça concerne tout ce qui est la pérennisation et la valorisation du patrimoine communal. Patrimoine sur lequel il y a un certain nombre d'opérations qui sont déjà engagées, qu'on va poursuivre. Et l'objectif, bien évidemment, de ce poste, c'est d'entretenir notre patrimoine avec un certain nombre d'objets de travaux, sur la sécurité en particulier, mais ça va concerner après les toitures, les ravalements, et bien évidemment un volet sur l'optimisation énergétique et fonctionnelle des bâtiments. Un quatrième point, c'est tout ce qui va concerner les équipements sportifs et culturels, donc en termes de création, d'amélioration et de rénovation.
Voilà. Un cinquième point qu'on a mis de manière un peu plus visible, c'est tout ce qui concerne la mobilité et la sécurité, et en particulier sur les mises en sécurité d'un certain nombre de tronçons, l'allongement d'un certain nombre également de liaisons de pistes cyclables sur lesquelles nous allons commencer à faire quelques investissements cette année, et puis des parkings vélos supplémentaires et le traitement des accès plages. Un sixième point, pour terminer, ça concerne la stratégie de protection du littoral. Alors c'est un sujet très important qui pèse énormément dans le budget, pour un peu plus de 2 millions d'euros. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est le travail qui a été fait en amont avec ce schéma directeur qui a été mis en place, qui couvre 2017-2021, pour un montant global d'à peu près 5,5 millions d'euros, sachant que ce programme est très largement financé à hauteur de 80%, en particulier à hauteur de 50% par des fonds européens. Donc ça, c'est un travail très important qui a été fait sur la protection du littoral, qui permet d'accéder pour la commune à un certain nombre de financements, de travaux, mais également de prospectives sur la gestion du littoral. Alors comme l'a souligné Yves tout à l'heure, nous allons engager dès fin 2020 et début 2021 un programme de rénovation de ce schéma directeur pour les années 2022-2027, en espérant qu'on aura également les mêmes niveaux d'investissement. Voilà Yves. Merci. Donc, je vous cède votre place, monsieur. Merci Jean-Luc. Donc juste pour ceux qui écoutent notamment, donc dans le budget primitif, on devrait prévoir une enveloppe globale de 5,5 millions d'euros d'investissement. À l'intérieur de ces 5 millions d'euros, 1,7 million concerne la stratégie littorale dont vient de vous parler Jean-Luc. Donc les chiffres sont gros, mais comme ils sont financés, il y a peu d'impact sur le financement direct de la commune. Est-ce qu'il y a des questions sur ce programme d'investissement avant de passer aux reprises de résultats? Peut-être une précision. Quand on a fait la réunion lundi dernier, je n'avais pas tout noté, j'ai vu comment sont répartis le poids des 5,5. On a 1,7 million du littoral avec un financement à 80%, 1,5 million qui vient de l'autofinancement des budgets. Je crois qu'on avait marqué 1,6 million de subventions. Et il y avait un solde, je n'avais pas eu le temps de noter, puisqu'on n'arrive pas tout à fait à 5,5. Oui, à peu près, c'est ça. Ouais, et après, il manque un bout, ça fait oui. 1,5, 1,6, 3, qui est non fléché. 3,8, ça fait 4,8. 4,8, il manque 800 000 euros, quoi. D'accord. Ok. Alors, sur les budgets annexes, assez rapidement. La reprise des résultats quand même, monsieur le maire? Oui, pardon, ou si après tu veux. Tu peux. Juste la particularité du débat d'orientation budgétaire aujourd'hui fait que comme on le fait en juin, les comptes 2019 sont déjà arrêtés, donc ça au moins on a des choses certaines. Comme vous le constaterez, le résultat net à reporter de la section de fonctionnement de 2019 sur le budget principal est de 2,7 millions, 2,68 millions exactement. Et puis sur les établissements secondaires, forêts, établissements de bain, parking, à peu près une cinquantaine de kilos euros. Et surtout sur le lotissement des Deux Pins, un résultat net à reporter d'1,2 million. Donc je trouve qu'en tant que nouvel arrivant maire adjoint aux finances, on m'a rarement laissé dans ma carrière une situation aussi saine avec des reports aussi positifs qui nous donnent un certain ballon d'oxygène, notamment eu égard à la crise sanitaire exceptionnelle que l'on vit aujourd'hui. Se retrouver avec des reports à nouveau tous positifs de cette ampleur-là nous permet de voir sereinement l'année s'écouler, même si elle va être impactée dans notre fonctionnement. Voilà, tout ça, bien sûr, tous ces montants, on les retrouvera au budget primitif, au compte administratif. Les budgets annexes, oui, très rapidement, peu de choses à dire. Ils sont équilibrés par principe, et que ce soit la forêt, les établissements de bain, le parking ou le lotissement des Deux Pins, je pense que la surveillance cette année sera sur l'établissement de bain, puisqu'ils nous auront des manques de recettes, et donc il faudra arriver à gérer ce budget-là. Sinon, il y a peu d'évolution d'une année sur l'autre, donc il n'y a rien de particulier pour ce débat, et on verra le détail dans le budget. Voilà. Ok. Oui, monsieur Calès. Je suis désolé, il y a une question que j'ai oubliée lundi avant-hier.
Les parkings, le résultat net des parkings, c'est tout parking confondu ou à l'exception du parking Estacade? Comment il se place le parking Estacade? Estacade et Notre-Dame, là, c'est les deux parkings Estacade et Notre-Dame. D'accord, ok. C'est pas le stationnement sur la voie publique. D'accord. Il y a 160, c'est 140 sur l'Estacade et 20 sur Notre-Dame à peu près. C'est pas proportionné. Très Voilà, bien. je vous remercie. Est-ce qu'il y a des interventions? Bien, écoutez, je vais soumettre ce rapport au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, bravo Yves. Dossier, rapport adopté unanimement. Merci à tous. Bon, bien sûr, je voulais remercier Yves Trézière et Jean-Luc Hacher ainsi que les services comptables et financiers de la ville. Mais vous le voyez, il y a encore pas mal de travail devant nous hein, pour essayer d'affiner les choses du mieux qu'on peut. En tout cas, merci à tous. Donc, nous continuons avec le calcul de l'enveloppe des indemnités des élus. Alors, vous avez vu la note, je vais essayer d'être le plus simple possible. L'enveloppe, alors évidemment, tout ça est défini par les articles du Code général des collectivités, c'est-à-dire que les indemnités des élus sont bien sûr encadrées. Pour ce qui nous concerne, puisque nous avions délibéré au conseil précédent sur 8 adjoints, l'enveloppe globale est celle constituée de l'indemnité du maire et de l'indemnité des 8 adjoints. Ça nous donne une enveloppe globale. À l'intérieur de cette enveloppe, donc maire-adjoint, il peut y avoir, et ce sera le cas ici, donc ce qu'on appelle des conseillers délégués, c'est-à-dire des conseillers qui sont dotés d'une délégation plus restreinte, plus limitée que celle des adjoints. Dans ce cas, ici c'est le cas, ces indemnités donc, de ces conseillers délégués ne se rajoutent pas à l'enveloppe, mais au contraire s'imputent sur l'enveloppe. Il y a donc une nouvelle répartition de la même enveloppe à faire, et cette répartition est elle aussi encadrée et fixée par les textes. Alors là, on fait référence à un indice brut, qui est l'indice brut 1027, qui correspond à un indice majoré 830, et que l'article donc L2123-20 du Code général précise. Donc pour le maire, c'est 55% de l'indice précité, de l'indice de référence. Pour les adjoints, c'est 22%. Et s'il y a des délégués qui viennent en plus dans l'enveloppe, s'agissant des délégués, c'est 6%. Donc vous voyez que c'est très dégressif. Alors vous avez donc sur la note que vous avez, on a eu cette question qui a été posée donc, lors de notre réunion préparatoire au conseil municipal par M. Calès notamment. Et effectivement, il y avait un petit écart, une petite différence qui faisait que le calcul avait été fait sur 8 délégués, alors qu'il y en aura 7. C'est la raison pour laquelle, et contrairement à ce que vous avez indiqué sur la note là, donc dans le respect, je dirais, des pourcentages de l'indice de référence, vous le voyez, le maire c'est 55%, les adjoints c'est 16,7%, mais les conseillers délégués remontent, si je puis dire, au taux maximum les concernant, qui est donc de 6%. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de corriger. Pour les conseillers délégués, ce n'est pas 5,3%, mais 6%, c'est-à-dire le taux maximum autorisé. Voilà, je termine en disant que, évidemment, ces indemnités de fonction constituent bien sûr une dépense obligatoire pour les collectivités, ici comme ailleurs. Voilà, j'espère avoir été à peu près assez clair. Monsieur Schneider. Merci, monsieur le maire. Tout le monde m'entend? Oui. Oui, je voulais constater à l'occasion de cette motion, la loi prévoit sagement des indemnités, elle en fixe même l'enveloppe
pour le maire, les adjoints et éventuellement les conseillers délégués. Alors, il est tout à fait logique et juste que des indemnités soient versées aux maires et aux adjoints, ainsi qu'aux conseillers délégués, que ces indemnités soient plus fortes pour le maire, dans la mesure où les charges qui constituent leur fonction leur créent des dépenses et créent aussi, pour ceux qui ont une activité professionnelle, ce qui est la majorité, des difficultés professionnelles, des difficultés de carrière. Donc, la loi est juste en autorisant ces versements. Cependant, compte tenu des circonstances, compte tenu du fait qu'un certain nombre de nos concitoyens éprouvent quelques difficultés économiques, on le sait, il nous aurait paru plus normal qu'il y ait une autre répartition et notamment de diminuer, pas très très fortement, mais diminuer un petit peu le pourcentage de l'indemnité allouée aux maires, au profit notamment, mais alors ce que vient de dire Monsieur le maire me conduit à penser que c'est peut-être impossible légalement, à payer davantage, à augmenter la cotisation, l'indemnité des conseillers et délégués. La première mesure, deux effets pour cette mesure. Alors, le premier effet, c'est un signal pour nos concitoyens. Le deuxième effet n'est peut-être pas possible, qui aurait été un rééquilibrage au profit des conseillers délégués dont il ne faut pas mésestimer le travail et les efforts. Voilà, donc ce qui resterait, c'est la diminution du taux d'indemnité du maire. S'il n'apparaissait pas possible de modifier le projet qui nous est proposé, nous serions dans l'obligation de voter contre. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Alors, sur la question, je me souviens très bien, monsieur Schneider, que vous aviez émis le souhait que l'indemnité, dont je rappelle qu'elle est la contrepartie d'une délégation, soit effectivement, je dirais, majorée pour les délégués, pour les conseillers délégués. Ce qui est donc maintenant le cas, puisqu'ils sont au taux maximum de 6% et qu'on ne peut pas aller au-delà. Donc, je crois qu'on a été dans le sens de ce que vous souhaitiez, de ce que vous attendiez. Après, la question de la répartition, c'est vrai qu'on l'a vu, 55, 22 et 6 éventuellement s'il y a des délégués, c'est très dégressif. Mais je suis désolé, ce n'est pas moi qui fixe les textes. Enfin, et pour terminer, je note que vous parlez beaucoup de l'indemnité du maire, alors même que vous n'avez pas participé à son élection. Vous avez, c'est votre choix, je n'ai pas le commenter, je n'ai pas de... Mais vous n'avez pas participé au vote relatif à l'élection du maire, mais par contre, vous voulez bien parler de son indemnité. Ce que je trouve un petit peu incohérent. Oui, monsieur Schneider? Oui, merci, monsieur le maire. Oui, non, je ne vois pas d'incohérence. Le fait que nous n'ayons pas participé à l'élection ne nous interdit pas de nous intéresser à tout ce qui concerne le maire et le fonctionnement de l'équipe municipale. C'est la raison pour laquelle nous intervenons, mais personnellement, je ne vois pas d'incohérence entre nos deux positions. Bien, il avait été également évoqué lors de notre réunion de lundi, je dirais le geste symbolique du maire. Donc nous parlons bien des indemnités du maire, des adjoints, des délégués, c'est-à-dire des membres du groupe majoritaire. Et donc pour la symbolique, ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons. Voilà.
Donc, je soumets ce dossier à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? 7 oppositions, des abstentions. Je vous remercie. L'autre dossier concerne donc la possibilité de majoration qui a toujours été appliquée à Cabreton et qui est relative, cette possibilité, à notre qualité, à notre statut de station classée de tourisme. Donc, je rappelle que Cabreton est une ville surclassée en population vers 41 000 habitants. Cette majoration a donc toujours été appliquée et précisément l'esprit de l'institution, de la mise en place de cette majoration de 25%, c'était précisément de pouvoir désigner des conseillers délégués avec une délégation et de pouvoir effectivement leur servir une indemnité, même si elle est beaucoup plus faible que celle du maire et des adjoints. C'était ça l'esprit un petit peu de cette majoration, donc je vous propose de renouveler. Y a-t-il des observations? Non. Donc je vous propose de délibérer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, nous passons maintenant donc aux désignations, aux commissions, aux représentations, enfin toutes les délibérations de début de mandat, à commencer donc Soline Gravouille par la fixe. Alors, par le CCS, on a 2 délibérations. Tout d'abord, la fixation du nombre de membres au conseil d'administration, et puis dans la foulée, nous aurons l'élection des membres, en tout cas de ceux qui appartiennent au conseil municipal. Soline. Alors bonjour, effectivement donc le Centre communal d'action sociale, il a pour mission de mettre en œuvre, je ne sais pas si vous m'entendez, les solidarités, pardon, et d'organiser l'action sociale sur le territoire au profit des Cabretonnais. Et c'est un établissement public administratif qui est géré par un conseil d'administration. Ce conseil d'administration, en fait, sa composition est réglementée, notamment par le Code de l'action sociale et des familles, et il doit être composé du maire, qui est le président de droit, et en nombre égal de membres élus au sein du conseil municipal et de membres nommés par le maire. Alors parmi les membres nommés par le maire, on peut apporter des précisions. Il s'agit en fait, c'est aussi réglementé, on doit trouver au moins un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Donc, la proposition du maire est de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS à 13, à savoir le président, monsieur le maire, 6 membres élus par le conseil municipal et 6 membres nommés par le maire. Bien, merci pour ces précisions. Y a-t-il des observations? Non, pas de problème, on peut délibérer. Alors je vous propose donc d'adopter ce nombre de membres du conseil d'administration du CCS. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Alors, combien d'abstentions? 7. Ok, je vous remercie. Donc, nous allons maintenant procéder à l'élection des 6 membres du conseil municipal au conseil d'administration du CCS. Soline. Donc effectivement, l'élection se déroule au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, et le scrutin est secret. Donc il a été proposé 2 listes, en fait. Que vous avez sur table. Vous avez ici une du groupe majoritaire, une du groupe
minoritaire. Donc, je vous propose de procéder à l'élection. Alors, on va procéder à l'élection, donc. On va procéder à l'élection puisque c'est par le scrutin est secret. Donc, comme on a fait à la séance d'installation pour le maire et pour les adjoints, et c'est notre DGS donc qui va œuvrer, si tout le monde en est d'accord, qui va faire le tour avec l'urne. Et pas de problème pour que ce soit M. Barberis. Hein, on est toujours dans les mêmes respect des règles de sécurité. Une personne qui manipule les enveloppes. Et qui, une fois qu'il aura fait le tour, bien sûr, va procéder au dépouillement et au comptage sous la haute surveillance de M. Schneider, notre doyen, et de notre, où est-il, Rudy, et du plus jeune de l'Assemblée. Voilà. Et M. Barbery, c'est parti. Faire le tour. Alors, Françoise Agier, mais il faut laissez-moi le temps de... Alors, Jean-Luc Achard, Céline Fournier, c'est bon? Yves Gineste, Anne Mollet, Jean-Marc Gibert, Étienne Carrère, non, tiens, Françoise Petit, j'avais changé, Étienne Carrère, Armel Barbe, Rudy Maréchal, Chanel Barbier, et Jacques Schneider, 2 fois pour la procuration, Maïté Saint-Pau, Cédric Larieux, Alexandra Lux, Bernard Calès, Nathalie Dufaux, Véronique Pujol, Cyril Nazabal, Nathalie Merelles, Patrice Trouvé, Alexandra Dassé, Jean-Yves Saurin, Claire Marsal-Guez, Yves Trézière, Soline Gravouille, Louis Galdos et moi-même. Voilà, j'appelle donc Monsieur Jacques Schneider et Rudy Maréchal pour superviser les opérations.
22 et 7. Merci beaucoup. Je vous invite à regagner vos places. Bien, conformément donc à la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, je vous donne lecture de la représentation du conseil municipal au sein du conseil d'administration du CCS, qui sera composé donc de Soline Gravouille, Cyril Nazabal, Françoise Petit, Véronique Pujol, Patrice Trouvé et Bernard Calès. Voilà, merci beaucoup. Je profite de ce moment, vous avez remarqué la prestance, l'aisance et l'élégance de M. Barberis, dont je voulais dire que c'est son dernier conseil municipal, à Cabreton, je précise. Je voulais bien sûr le remercier pour ses 6 années de travail, je crois, bien remplies, bien fournies. Yves Trézière a rappelé la bonne santé financière de la collectivité. Je pense que ça a été un travail très riche, avec bien sûr notre directeur des services, une fois de plus, que je remercie beaucoup. Je n'oublie pas aussi de remercier Michael Elbez, le directeur général adjoint, et tous les cadres de la collectivité pour faire en sorte que nous puissions aujourd'hui avoir une ville, je crois pouvoir dire, bien gérée, d'une manière générale. Merci beaucoup, Monsieur Barberis, et bon vent. Hein ? Mais je sais que vous ne serez pas très loin de nous. En fait, il s'en va, mais il ne va pas trop loin, quoi. Bien, allez, on continue avec les représentants dans les organismes extérieurs. Il y en a un certain nombre ici, il y en aura d'autres au prochain conseil. Alors, je vous propose de voter, si vous voulez bien, à main levée, si tout le monde est d'accord, plutôt que de refaire un vote secret à chaque fois. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Pas d'opposition? Alors, vous avez tout d'abord, je vous propose donc, les noms suivants. Alors, nous commençons par le chenil de Biroupoulet. Je vous propose, il y a un titulaire et un suppléant, donc en titulaire Françoise Petit et en suppléante Armelle Barbe. On pourra faire, si vous le souhaitez, si vous en êtes d'accord aussi, un vote unique, sauf si vous souhaitez avoir un vote différencié par... C'est comme vous voulez. Donc je continue. Je passe le SIDEC, j'y reviendrai après, à la fin. Pour le syndicat mixte du littoral, je vous propose en titulaire Françoise Agé et en suppléant Rudy Maréchal. Pour le syndicat de gestion des baignades Londaise, je vous propose en titulaire Louis Galdos et en suppléant Jean-Yves Saurin. Pour l'Alpi, je vous propose en titulaire Céline Fournier et en suppléant Yves Gineste. Pour la société Digital Max, je vous propose en titulaire Yves Trézière et en suppléant, Céline Fournier. Est-ce que je n'ai pas été trop vite? C'est bon? C'est bon? Alors, pour le SIDEC, une demande a été faite de la part du groupe minoritaire pour pouvoir être présent au sein des commissions du SIDEC, ce à quoi j'ai décidé d'accéder. Alors, pour le SIDEC, vous avez vu donc qu'il exerce 4 compétences. La compétence eau potable, assainissement collectif, non collectif et énergie. De fait, le SIDEC fonctionne il n'y a pas 4 commissions, il y a 2 commissions. Il y a la commission énergie et la commission eau, qui intègre l'assainissement également. Donc 2 commissions. Ce qui veut dire, je vais essayer de ne pas me tromper.
Donc, ça veut dire qu'il nous faut 3 titulaires et 3 suppléants sur 2 commissions. D'accord? Donc, 2 titulaires et 2 suppléants pour chaque commission pour le groupe majoritaire et 1 titulaire et 1 suppléant par commission pour le groupe minoritaire. S'agissant du groupe majoritaire, je vous propose en titulaire pour la commission O, moi-même et Yves Trézière, avec pour suppléant Yves Gineste et Armelle Barbe. Pour la commission énergie, je vous propose en titulaire Jean-Luc Achard et Louis Galdos, avec pour suppléants Étienne Carrère et Patrice Trouvé. J'y suis arrivé. Donc, il nous manque pour le groupe minoritaire donc 2 titulaires et 2 suppléants. En vous priant de m'indiquer les noms, s'il vous plaît. Alors, pour le titulaire, je les donne par Alors, commission. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Pour la commission O, donc Alexandra Lux. En titulaire? Pardon. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Non, c'est pas grave. Je recommence. Allez-y. Pour la commission O, Cédric Larieux, titulaire, et Alexandra Luce, suppléante. D'accord. Et pour la commission énergie, Jacques Schneider, titulaire, et Nathalie Dufaux, suppléante. Ok. Est-ce que c'est bien noté? Bon, écoutez, voilà. Donc les noms sont enregistrés. Je vous remercie. Et donc je vous propose de voter l'ensemble de ces représentations, si vous en êtes d'accord, à main levée, en un vote unique. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non? C'est bon? On peut y aller comme ça? Voilà. Donc sur ces diverses représentations, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je recommence. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et je m'en suis bien sorti avec le SIDEC. Je ne me suis pas trompé. Après, nous avons donc les commissions municipales. Vous avez un tableau qui vous a été donné. Donc, commission municipale composée de 7 membres, 6 membres du groupe majoritaire et un membre du groupe minoritaire, sauf pour la commission administration générale, finances et éthique composée de 8 membres du groupe majoritaire et de 2 membres du groupe minoritaire. Il a été également demandé, comme pour la représentation au sein des instances du SIDEC, pour le groupe minoritaire d'avoir une possibilité de suppléant, ce à quoi j'ai aussi décidé d'accéder. En même temps, et par mesure d'équité, je vous propose que les élus du groupe majoritaire par commission aient aussi, non pas chacun, mais pour les 6, qu'il y ait une possibilité de suppléance également. C'est-à-dire que pour le groupe minoritaire, il y aura un titulaire et un suppléant, et pour le groupe majoritaire, il y aura 6 titulaires et un suppléant. Je dis bien un suppléant, et ce pour l'ensemble des commissions, hors commission administration générale. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Oui? Monsieur Larieux? Bien sûr. Bon, d'abord, je veux vous remercier par rapport à votre intervention de lundi et de nous avoir permis d'accéder à certaines commissions. Monsieur le maire, vous êtes désireux d'une opposition constructive avec notamment votre intervention en commission éthique et finances de lundi soir. Je vous en remercie et on vous en remercie. Vous avez bien conscience que si notre participation reste sous-représentée, nous ne pourrons pas travailler
et vous apporter nos idées, nos réflexions pour le bien commun de tous. Vous avez, j'en suis sûr, de bonnes décisions à prendre pour l'intérêt de tous. Plutôt que de prôner nos positions constructives, mettez en place des vrais échanges. Cela nous permettra de travailler ensemble pour l'intérêt général et pour les Cabretonnais et les Cabretonnaises. La démocratie participative de nos groupes pourront ainsi fédérer les Cabretonnais et Cabretonnaises de nos décisions, ce qui permettra un meilleur dialogue et fédérer tout le monde. Vous êtes engagés dans la charte des élus à une totale transparence et au respect de votre position. Nous vous serions donc reconnaissants de nous donner la possibilité de tenir notre rôle d'élu dans les meilleures conditions possibles pour le bien de tous. Voilà. Je me permettais d'intervenir par rapport au 1/7, au geste que vous avez fait du suppléant. Voilà, je tenais à vous dire que quand même on est sous-représenté et c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Alors, écoutez, je me félicite de ce que vous venez de dire, mais comment dire, nous avons toujours été dans un esprit constructif et j'ai toujours considéré que les élus, majorité, opposition, avaient une seule ambition, c'était celle de servir Cabreton. On peut ne pas être d'accord sur les sujets, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de travailler ensemble. Et je suis personnellement attaché à ce que la minorité, je ne parle pas d'opposition, je préfère le terme de minorité au conseil municipal, puisse travailler avec nous pour qu'ensemble, on puisse effectivement avancer sur les dossiers qui sont devant nous et qui sont toujours des dossiers difficiles et compliqués. Et qu'on a tous intérêt à avoir cet échange et ce dialogue permanent et que, oui, je suis attaché au fait que la minorité municipale puisse être présente et travailler au sein des commissions municipales parce que c'est là que le travail de l'élu se fait. Voilà. Alors, est-ce que vous avez donc des noms à m'indiquer à la fois pour les titulaires et pour les suppléants au sein des diverses commissions? Monsieur Calès. Oui, tout à fait. Vous voulez tous les noms? Je veux tous les noms. D'accord. Non, mais je veux savoir si on procédait groupe minoritaire sur l'ensemble des commissions et puis ensuite on passait... Non, vous me donnez les noms titulaires et suppléants par commission, si vous voulez bien. D'accord, pas de problème. En suivant l'ordre du tableau que vous avez sous les yeux. Pas de problème. Donc, administration générale, finances et éthique, moi-même et Jacques Schneider. Ou Jacques Schneider et moi-même, c'est plus... Il y a deux titulaires, donc il n'y a pas de problème. Oui, c'est pour ça. Solidarité multigénérationnelle et CCAS, Nathalie Dufaux et suppléante Maïté Simpo. Enfance, éducation, enfance et famille, Nathalie Dufaux et Maïté Simpo. Démocratie, citoyenneté, proximité, Cédric Larieux, Nathalie Dufaux comme suppléante. Je donne le titulaire d'abord, le suppléant après. Oui, oui. Environnement, transition écologique, Alexandra Lux, Cédric Larieux, en suppléant. Aménagement, urbanisme, mobilité littorale, Jacques Schneider et Cédric Larieux, suppléant. Association jeunesse, sport, plage, Alexandra Lux, Nathalie Dufaux, suppléante. Culture, promotion du territoire, Maïté Simpo, suppléante, Alexandra Lux. Très bien. Alors, est-ce que ça a bien été noté? Bien. On fera quand même, on enverra un petit mail demain avec la liste des titulaires et des suppléants pour bien s'assurer qu'on a tout bien noté, hein, simplement pour validation. Voilà. De la même manière, donc, on va compléter le tableau que vous avez. Je vous rappelle que le prochain magazine municipal sera consacré au nouveau conseil municipal et que bien sûr nous préciserons l'ensemble des délégations, des commissions avec leur composition. Et de la même manière, comme pour les indemnités des élus, nous mettrons tout cela en ligne sur le site internet, comme nous nous étions engagés.
Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Donc, sur l'ensemble de ces commissions municipales, je pense que nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, il nous reste donc deux dossiers, mais qui sont très semblables. Ce sont deux commissions qui sont, elles aussi, mais plus que les autres, réglementées. C'est tout d'abord la commission d'appel d'offres et après, c'est la commission de délégation de services publics. L'objet de la délibération ou des délibérations aujourd'hui, ce n'est pas de désigner les membres, c'est simplement de désigner les modalités d'élection. Pour la commission d'appel d'offres, donc, qui a traité les marchés, comme vous le voyez, à procédure formalisée, donc les marchés de fourniture et de services à partir de 214 000 € et les marchés de travaux à partir de 5 350 000 €, où c'est la CAO qui est compétente. Celle-ci donc est composée de droits de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants. Là aussi, il convient, c'est un scrutin de liste, et donc l'objet de la délibération, c'est simplement de vous proposer de déposer cette liste au plus tard le jour du prochain conseil municipal, afin que nous puissions délibérer sur la composition cette fois. Donc 5 titulaires, 5 suppléants, ça veut dire en perspective 4 membres du groupe majoritaire et 1 membre du groupe minoritaire, titulaire et suppléant à chaque fois. Et c'est exactement la même chose, à la virgule près, pour la commission délégation de services publics. Voilà, donc je vous invite à préparer cette liste donc en vue du prochain conseil municipal. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des demandes de précision? Non, c'est clair? Je crois que le fait aussi, je m'adresse à M. Schneider et à M. Callès, le fait d'avoir provoqué cette réunion préparatoire du conseil municipal, comme ce sera le cas maintenant que les commissions sont installées, c'est quelque chose, je crois, de très positif parce que ça nous permet de, comment dire, de déblayer nombre de choses et d'arriver en conseil municipal avec, voilà, en étant, je dirais, plus concis et plus efficace à la fois. Ce dont je vous remercie. Monsieur Callès? Juste pour être précis, hein, on ne vote pas sur ces deux sujets puisque ce sont en fait des obligations, c'est encadré réglementairement. Oui, réglementairement, on va voter. On va voter sur les modalités d'élection aujourd'hui, hein, et pas sur la composition. Bien sûr. Okay. Alors, sur la commission d'appel d'offres, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Sur la commission de délégation de services publics, des oppositions, des abstentions? Merci. Pour terminer, l'ordre du jour. Les services de la préfecture donc, nous demandent de prendre par précaution une délibération nous autorisant à délocaliser les séances du conseil municipal, donc ce que nous faisons, et y compris pour la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu également ici. Voilà, donc c'est très formel. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de... Je vous demande simplement d'adopter cette délibération que nous invite à prendre la préfecture. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a, alors sur les décisions que j'ai prises, sur le compte rendu des décisions, bien sûr, vous avez vu la dernière décision de bas de feuille qui concerne donc l'exonération des droits d'occupation du domaine public et donc des terrasses, puisqu'elle est fixée à l'euro symbolique. Y a-t-il d'autres observations de votre part? Monsieur Calasso. J'avais juste une précision concernant la décision 64, 65, 66, 67 2020 et la participation de 150 € pour les bénéficiaires, une aide financière pour le permis de conduire. Oui. Donc effectivement, c'est une participation qui me paraît très intéressante, hein, puisqu'on connaît tous le prix des permis de conduire. Pour ceux qui ont des enfants, on sait tous ce que ça coûte. Je ne vais pas entamer un débat sur le coût un peu scandaleux de ce que ça coûte pour les enfants, alors que c'est un pass pour obtenir souvent un travail. Ma question en fait concernait sur
quel est le nombre de bénéficiaires qui ont pu en profiter en 2019 et donc en gros quelle enveloppe ça a impacté sur le budget? Alors, je vous dis ça de mémoire à vérifier. Je dirais, je crois 22, une bonne vingtaine. Alors, on avait pris effectivement cette décision c'était ce qu'on appelait le PAC jeune. Donc c'est une aide financière au permis de conduire, au BAFA et au BNSSA, moyennant derrière en contrepartie un engagement citoyen. C'est-à-dire que le jeune vient travailler au sein de la collectivité ou au sein d'associations, et notamment d'associations caritatives qui en ont bénéficié. Et je pense qu'effectivement, c'est bien pour mettre les jeunes, enfin, pour mettre le pied des jeunes à l'étrier, parce qu'effectivement, passer le permis de conduire notamment, ça coûte cher. Et après, je me faisais la réflexion que 22, ça veut dire qu'il n'y a que 22 jeunes qui ont passé le permis de conduire à Cabreton? Pas que le permis de conduire. Ah, il faut qu'ils aient les... Non, non, c'est un des trois. Ah, d'accord. Ils peuvent avoir déjà le permis et passer le BNSSA ou le BAFA et profiter du même dispositif. En fait, c'est un pack qu'on a fait. Très bien. Ok. Voilà. D'autres interventions? Monsieur Larieux. Merci. Sur la décision 72 et la dépense pour un marché de 38 339 euros, création d'une voie verte, j'aimerais connaître le secteur, tronçon et la distance de la voie verte. Alors, monsieur Travaux. Dans la continuité des travaux de la place de la Gare, l'avenue de Verdun jusqu'au boulevard des Cigales. Et ma question... Ouais, d'accord. Ah, ok. Et ma question, donc ça, c'était pas inscrit dans le PPI de la communauté des communes, max. D'accord, c'est un engagement communal. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, donc c'est la finition des travaux de la place de la Gare. Très bien. Et là où il y a les barrières. Oui, c'est ça. C'est là où il y a les barrières depuis un moment et dont on s'est demandé pourquoi elles y étaient et pourquoi rien ne se faisait. C'est parce qu'il a fallu aussi négocier avec les commerçants de l'Intermarché de tout le secteur. Et ce n'était pas forcément facile. Et donc on est arrivé au bout du bout pour assurer la continuité de la piste cyclable. Ok, merci. C'est bon? Bon, écoutez, on a épuisé l'ordre du jour. Alors, pour terminer, et très rapidement, des questions ont été posées par le groupe minoritaire. 5 questions. Je vous rappelle, alors on apportera des réponses, mais je vous rappelle quand même 2 choses. La première, c'est qu'on est toujours sous les recommandations du Conseil scientifique qui demande à ne pas ou à faire en sorte que les séances du Conseil soient les plus courtes possibles. D'une part. D'autre part, il n'y a pas de règlement intérieur aujourd'hui applicable au fonctionnement du Conseil municipal. Second point, je tiens à le rappeler. Donc, on apportera des réponses aux questions qui ont été posées, mais pas maintenant. Moi, je n'ai pas prolongé cette séance du Conseil parce que ça pourrait nous amener, il peut y avoir certainement des développements et qui sont un petit peu longs. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est d'inscrire ces questions et les réponses que nous amènerons au compte rendu de cette séance du Conseil municipal. Voilà. Donc, nous répondrons aux questions. Et puis, il faudra effectivement qu'on s'occupe de mettre en place 2 choses. C'est la charte éthique à laquelle nous nous sommes engagés et c'est le règlement de fonctionnement du Conseil municipal. Voilà. Pour terminer, et en remerciant à nouveau M. Barberis,
Pour terminer, vous indiquez que le prochain conseil donc, aura lieu le 24 juin dans cette même salle. Ce sera une séance budgétaire un petit peu lourde, puisque nous aurons tout à la fois le compte administratif 2019 et le vote du budget 2020, plus d'autres délibérations dans la foulée, dans la lignée de celles que nous venons de prendre aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup de votre présence, de votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.